Bonjour à tous, c'est AT. J'ai été pilote de chasse pendant 13 ans dans l'aéronavale française. Je suis maintenant conférencier, formateur et depuis peu youtubeur. Merci à tous pour l'énorme succès de la chaîne. On a tout juste un mois depuis notre première vidéo qui avait pour vocation de vous aérer. On a été repris dans une multitude de journaux. Ce matin, c'était CNews, d'autres sorties dans la presse à venir. Donc merci à tous. On est plus de 14 300 au moment où je vous fais cette vidéo, donc un énorme merci. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche, ça vous permet d'avoir la notification quand on sort les vidéos. Mais aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? C'est vous expliquer les différents cursus et les statuts plus particulièrement. Pourquoi? Parce que vous trouverez beaucoup d'informations sur le parcours de formation, des reportages, sur la sélection en vol, sur les vols de chasse à tour pour l'armée de l'air, sur la formation des éopons aux États-Unis ou autres. Ça vous trouverez déjà pas mal d'excellents reportages. Mais à mes yeux, ce qui manque à l'heure actuelle sur le Google mondial, c'est des informations sur les différents types de cursus. Plutôt un type d'information qui intéresse tout particulièrement les gens avant de passer le bac pour savoir un petit peu dans quelle branche vous orienter. Donc je pense que c'est indispensable de vous aider à mieux comprendre, et même si vous êtes post-bac ou si vous avez 24 ans, 25 ans, vous pouvez encore faire pilote de chasse, c'est possible. Vous aider à faire les bons choix, mais plus important, comprendre là où vous allez, comprendre ce qui va se passer après les sélections. Parce que vous savez quoi, c'est pas impossible de réussir ce cursus. Personnellement, j'ai réussi. Et si j'y arrive, croyez-moi, tout le monde peut y arriver. Donc, ne vous inquiétez pas, on va faire ça bien dans l'ordre. Et plutôt que de faire de la manière classique, vous commencez à me connaître, on va tout faire à l'envers. On va étudier aujourd'hui deux armées, l'armée de l'air et la marine nationale. Moi, je viens de la marine nationale. J'étais pilote de chasse, mais quel était mon grade? Quel était mon statut? Pourquoi est-ce que j'ai fait 13 ans de service? Eh ben, c'est très simple, c'est parce que j'étais EOPAN, élève officier pilote de l'aéronautique navale, avec un statut d'OSC, officier sous contrat, donc en CDD avec institution, pour initialement 10 ans, contrat que j'ai cassé pour après faire 8 ans, c'est normal, c'est prévu comme ça. Et à la fin des 13 ans, j'ai soit l'opportunité de re-signer jusqu'à un maximum de 25 ans de service, soit de partir, ce que j'ai fait. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ces différentes choses. Et pour ce faire, on va tout de suite aller voir un petit fichier Excel que je vous ai concocté. Alors, c'est pas le fichier le plus sexy du monde, j'en conviens tout à fait. Mes capacités Excel sont ce qu'elles sont. Alors, la marine nationale. On a la marine nationale. À l'intérieur, on a l'aéronaval, quelques milliers de personnes, avec différentes bases. L'Envéoc Poulmic, l'Andivisio avec la chasse, hier avec des hélicoptères. L'Envéoc Poulmic a également des hélicoptères. On a l'Anbiway avec les Atlantique 2, avec des Falcon 50, avec des Xingu. Bref, on va regarder tout de suite l'écran. Vous voyez mon curseur. On va parler marine nationale en bleu. Ici en vert, qu'est-ce qu'on a? On a la légende pour un peu comprendre ce que je vous ai mis là. Donc l'armée c'est marine nationale. L'unité, alors oui, excusez-moi, j'ai un clavier QWERTY, donc je fais au mieux à chaque fois. Flottille. Et oui, les unités de combat dans la marine, ce sont des flottilles. On a des flottilles et des escadrilles. Dans l'armée de l'air, on appelle ça des escadrons, mais on en parlera après. Le boss de l'unité, c'est quoi? C'est le commandant, qu'on appelle aussi chez les anglo-saxons le skipper pour la marine. Et là, dans l'unité, au niveau des officiers, on a deux types d'officiers. On a ce qu'on appelle les bordaches, qui ont fait l'école navale, et on a les OSC, officiers sous contrat, qui ont fait EOPAN pour les pilotes, ou alors qui ont fait par exemple, des études supérieures avant de rejoindre l'armée, pour les autres types d'officiers, qui peuvent être du service technique ou officiers renseignement. Très bien. Donc deux types d'officiers, officiers sous contrat ou bordaches de l'école navale. Au niveau des, donc qu'on appelle aussi les officiers de carrière. Officier de carrière, bordage école navale, et EOPAN, OSC, officier sous contrat. Au niveau des fonctions dans l'unité, on a des chefs du service technique, donc des chefs mécanos, on a des officiers renseignement et on a des pilotes. Donc là, je vous ai mis en fait la partie officier de carrière et ici, je vous ai mis la partie officier sous contrat. Quand c'est au milieu, c'est que tout le monde fait. Chez du service technique, généralement, c'est plutôt les officiers de carrière, mais il y a toujours des exceptions. Au niveau des officiers renseignement, ça peut être les deux, les pilotes, ça va être les deux. On a différentes fonctions managériales, oui, management. On peut être par exemple officier tradition, officier tactique, chef du secrétariat commandant,
capitaine de compagnie, officier armement, officier instruction. Tout ça, c'est des rôles de manager au sein d'unité. Vous êtes officier, vous êtes cadre. Quand vous êtes commandant, vous êtes chef de l'unité. Quand vous êtes second, et c'est encore une fois pour un officier de carrière, vous êtes numéro 2 de l'unité. Chef opération, vous pouvez être des fois officier sous contrat, chef opération. Vous êtes numéro 3 de l'unité. Et ensuite, on a une dizaine d'officiers, quinzaine d'officiers qui se répartissent la fonction d'officier tradition en charge des traditions, d'officier tactique en charge de la création des situations tactiques, chef du secrétariat commandant pour gérer toute la partie administrative de l'unité, capitaine de compagnie avec une vingtaine de mécaniciens sous vos ordres, officier armement pour gérer les campagnes de tir, des stocks d'armement, les commandes, officier instruction, moi j'ai fini officier d'instruction, pour gérer la formation et le suivi des formations, des qualifications des pilotes. Bref, ça c'est une fonction en plus de votre travail. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la marine, d'abord militaire, ensuite vous êtes marin, après vous êtes officier et après vous êtes pilote. Ça c'est important de le comprendre. Au niveau des qualifications, en unité, on peut être équipier opérationnel, on a le droit d'aller faire la guerre tout seul. Équipier confirmé, on a le droit d'aller faire la guerre tout seul depuis le porte-avions. Sous-chef de patrouille, on a le droit d'emmener quelqu'un, un équipier ou au-dessus, faire la guerre. Et chef de patrouille, on peut emmener plusieurs personnes faire la guerre avec nous, c'est notre plus haute qualification. Ces qualifications, on peut être soit officier sous contrat, soit officier de carrière et les avoir. Après, on a les qualifications techniques, qui sont des sortes de modules, des options qu'on a. Je sais faire de la reconnaissance, faire des photos avec le pod de reconnaissance qui pèse 1 tonne, faire des JVN, jumelles de vision nocturne. Je suis hibou, je sais apponter de nuit sur le porte-avions. Je suis ASMPA, je sais tirer l'arme nucléaire avec mon Rafale Marine. Et on a une multitude de petites qualifications techniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de priorité, et là, je dis rien de méchant, mais généralement, s'il faut choisir, s'il y a un arbitrage à faire, il n'y a pas toujours d'arbitrage à faire, mais on va en priorité faire passer les qualifications et qualifications techniques aux officiers de carrière, au bordage. La raison pour laquelle, c'est qu'ils ont une progression en management qui est plus rapide et ils ont besoin d'avoir une vitesse d'évolution de carrière de pilote qui est plus grande. Pourquoi? Parce que là, on s'est focalisé sur la flottille. Parce qu'en tant qu'officier sous contrat, on sort rarement de flottille, on va rarement dans les états-majors ou commander des bateaux, alors que les officiers de carrière, ils vont faire une quinzaine, maximum une vingtaine d'années, une quinzaine d'années dans les unités, et derrière, ils vont partir en état-major, ils vont partir commander une base, ils vont partir commander un bateau, ils vont partir dans des bureaux d'administration pour gérer une multitude de choses, se retrouver chef de grands dossiers, de choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas. Il y a toujours des exceptions, rassurez-vous, mais ce qui est beaucoup moins le cas pour les officiers sous contrat qui, eux, vont être limités en termes d'évolution de carrière. En tant qu'officier sous contrat, vous pouvez vous attendre à progresser jusqu'à des grades qu'on va voir de lieutenant de vaisseau au maximum capitaine de corvette, officier subalterne, début des officiers supérieurs, alors que les officiers de carrière, eux, normalement, doivent accéder à des fonctions managériales plus importantes. Pour résumer, si vous voulez faire amiral, il faut faire officier de carrière. Ne faites pas officier sous contrat si un jour vous voulez commander une base ou vous voulez être amiral. Si vous voulez commander une unité de combat, c'est pareil, il faudra faire l'école navale, il faudra faire bordage. Mais on va y revenir. Donc la priorité est, pour des raisons d'accélération de carrière, forcément donnée aux officiers de carrière qu'on appelle les bordages. Très bien, au niveau des grades, quand vous êtes officier sous contrat, vous avez un grade inférieur, si on peut dire, pour la même ancienneté dans la boutique, à un officier de carrière. Fallait mieux travailler à l'école. C'est à peine une blague, mais c'est très vrai et c'est normal. Donc il faut le savoir. Quand vous rentrez en tant qu'officier sous contrat, au début, vous allez être élève, officier, pilote de nautique navale. Vous allez avoir des payes de matelot, de second maître, donc d'homme du rang ou de sous-officier. Et après, vous allez vous retrouver aspirant. Vous ferez de l'avion de chasse aspirant, qui est le tout premier grade vraiment du monde un peu des officiers. Derrière, vous allez être enseigne de vaisseau de deuxième classe, enseigne de vaisseau de première classe, qu'on appelle lieutenant, et lieutenant de vaisseau, qui est un capitaine. Éventuellement, vous pourrez passer capitaine de corvette. Donc, quand vous arrivez en unité, vous êtes aspirant. Un bordage, un officier de carrière, quand il arrive en unité, il est sur la fin de V1, où il est déjà lieutenant de vaisseau. Donc, vous voyez, officier sous contrat, vous commencez là. L'officier de carrière, lui, est déjà là, mais il a plus d'ancienneté parce qu'il a fait de l'école navale. On va revenir dessus. Il a déjà plusieurs années dans la boutique. Et lui va avoir une progression de carrière qui va pouvoir continuer. Capitaine de corvette, capitaine de frégate, capitaine de vaisseau. Ce sont les grades dans la marine. Petit moyen mémotechnique.
CC, la lettre C, capitaine de corvette. Une corvette, c'est un petit bateau. Ensuite, c'est CF. F, ça vient après C. Ça fait un bateau moyen. On l'appelle commandant, mais c'est un lieutenant-colonel. Et c'est V, la lettre V, vaisseau, plus gros bateau, c'est un colonel. CC, CF, CV, capitaine de corvette, capitaine de frégate, capitaine de vaisseau, qui est l'équivalent dans les autres armées de commandant, lieutenant-colonel, colonel. Très bien. Donc ça, c'est des grades plutôt. Encore une fois, il y a des exceptions, il y a des passerelles, mais pour les officiers de carrière. Au niveau de la solde et des permes, la solde, c'est votre nombre de c'est votre salaire, et les permes, ce sont des permissions, votre nombre de jours off par an. Donc vous avez droit dans les deux cas à 45 jours off par an, si vous pouvez les prendre. Des fois on ne peut pas, mais c'est censé être reporté l'année d'après. Votre solde, votre salaire, c'est fonction de votre grade. Donc forcément, si vous êtes aspirant, vous gagnez moins qu'un lieutenant de vaisseau. Après, il y a beaucoup de systèmes de primes. Par exemple, la prime à l'air, c'est une prime de 25% quand vous êtes élève de votre solde de base, 50% quand vous êtes pilote de chasse breveté ou pilote tout court breveté. Il y a également des primes de qualification ou autres. De manière générale, un officier de carrière sera mieux payé qu'un officier sous contrat. C'est normal, il a une progression à un niveau d'études qui est supérieur, il est ingénieur. L'officier sous contrat n'est pas forcément et généralement pas ingénieur. Donc encore une fois, il faut en avoir conscience. Les écoles, en termes de formation aéronautique, c'est quasiment la même chose. Donc dans la marine, on a soit le cursus full US, où on part directement aux États-Unis pour 2 ans et demi, soit un cursus mix France-États-Unis, où on va faire un petit peu de salon de Provence avec le cours pilote de ligne théorique, après un peu d'aviation là-bas aussi, et Cognac, des GROP 120, ce qu'on appelle la tronc commun, pré-spécialisation chasse, avant de partir aux États-Unis sur T45. Très bien. Les écoles d'officiers, la grosse différence. Si vous êtes officier sous contrat, vous allez à l'école navale pour faire un cours d'officier sous contrat qui dure à peu près 3 mois. Si vous êtes officier de carrière, vous allez faire 3 ans à l'école navale et vous aurez une formation d'ingénieur. Donc vous avez vu, on n'est pas tout à fait dans la même chose. Ce qui explique le reste. Hein. Il y en a un, c'est 3 mois de cours d'officier, les autres, c'est 3 ans, plus une formation d'ingénieur. Je pense que ça commence à vous expliquer pourquoi on est sur 2 branches différentes. Une branche spécialiste du pilotage, une branche pilote et vocation de commandement, manager. Et comment est-ce qu'on accède à tout ça? Donc on va regarder déjà les types de contrats. Si vous êtes officier de carrière, vous avez un CDI avec l'institution. Si vous êtes officier sous contrat, vous signez initialement un CDD de 10 ans que vous cassez une fois que vous êtes breveté pour un nouveau contrat en fait, qui sera un contrat d'officier de 8 ans, qui vous fait faire généralement donc 12 à 14 ans de service. Ça dépend de la durée de votre formation. Moi j'ai fait 13 ans. Et derrière, vous avez possibilité de re-signer pour aller jusqu'à 17 ans. Vous pouvez éventuellement avoir une pension à jouissance immédiate. Donc quitter l'institution avec une pension. Alors c'est différent d'une retraite. Une pension, c'est un concept un peu différent, mais là c'est pas le but. Vous pouvez regarder sur internet si vous voulez. Et jusqu'à 25 ans de service. Le CDI vous permet de rester jusqu'à votre limite d'âge. Donc si vous voulez rester jusqu'à plus de 50 ans, 55 ans, 60 ans dans l'armée, ça va être possible. Très bien. Au niveau de la sélection, officier sous contrat. Pour être pilote, c'est EOPAN, élève officier pilote de l'aéronautique navale. Il faut avoir fait la 50S, la sélection en vol sur 4-10. Pour ce qui est de la sélection pour faire officier de l'école navale, ça va être au niveau des concours central Supélec. C'est un grand concours après MathSpé. Pour ce qui est de la sélection pilote, ils ont une sélection à la 50S également, les officiers de carrière, qui est légèrement différente, L'axe est mis sur d'autres choses, ils font ça en parallèle du cursus de pilote. Donc là, on va dire la sélection est un peu moins violente, au sens militaire du terme, parce que vous faites moins ça à temps plein. Néanmoins, il y a une sélection, il y a un classement. En fonction de votre classement, vous avez le droit d'avoir ou pas votre choix. Donc il faut à la fois bien travailler dans sa formation d'ingénieur, bien travailler dans sa formation d'officier, être un bon leader et être bon au pilotage. Donc c'est différent. Au niveau de l'aptitude médicale, c'est le CMPN, et là c'est pour tout le monde pareil, go no go, vous êtes apte pilote ou vous n'êtes pas apte pilote. Au niveau des présélections, eh bien, la prépa est une forme de présélection pour les officiers de carrière. Pour ce qui est de la présélection EOPAN, c'est pas le sujet de la vidéo là, mais ça se fait en plusieurs semaines. D'ailleurs, on fait de l'accompagnement là-dedans au niveau de ma boîte. Mais l'idée, c'est de montrer votre maturité, vos compétences en anglais, votre trainability, le fait que vous allez être un bon élève pilote et qu'à terme, vous serez un bon cadre de la boutique. Ensuite, les critères, c'est quoi?
Pour pouvoir postuler en tant qu'éopant, 17 à 25 ans, bac général ou technologique, pas besoin d'avoir fait maths spé dans cette filière-là. Néanmoins, pour faire officier de carrière, moins de 22 ans, contre concours central Supélec. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il existe d'autres filières. Il y a maintenant d'autres moyens de rentrer à l'école navale. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on est dans de la micro-niche. Et si vous pouvez prétendre à ces filières-là, je ne suis pas inquiet, vous savez le rechercher sur Internet. C'est généralement pour des personnes qui ont bac plus plusieurs années. Il existe une toute petite autre filière qui est la formation post-bac via l'école franco-allemande. Donc je vous laisse regarder, tapez école navale franco-allemande et vous verrez, c'est une sélection post-bac qui vous amène un statut d'officier de carrière avec une formation avec l'armée allemande, quelque chose de très différent. Mais là on parle de micro-niche encore une fois, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. Donc on résume, on repart par le bas ce coup-ci. Vous avez 17 ans, vous voulez être pilote, vous n'avez pas forcément envie de commander une base un jour, vous dites moi je vais faire 13 ans super intensive et derrière partir faire pilote de ligne ou aller faire conférencier. Pas de souci. Bac général technologique, check. Ok. Présélection. L'armée estime que vous avez le niveau en anglais, la maturité, le niveau physique. Go. CEMPN. Go. C'est bon, vous avez aptitude médicale. Vous signez un contrat de 10 ans. Vous rentrez en sélection en vol à la 50S pendant plusieurs mois. La sélection en vol se passe bien. On vous envoie faire l'école navale pendant 3 mois. Vous voilà donc élève officier pilote de nautique navale. Vous avez la chance d'être envoyé en full US. Vous partez aux États-Unis 2 ans et demi. Vous êtes macaroné pilote de chasse américain, par équivalent pilote de chasse français. Vous passez aspirant. Vous signez un nouveau contrat de 8 ans. Vous arrivez en unité. On vous envoie éventuellement pendant quelques mois à l'ETR à Saint-Dizier être formé sur Rafale. Ensuite, vous passez enseigne des vaisseaux de deuxième classe, enseigne des vaisseaux de première classe. Ensuite, vous passez lieutenant de vaisseau. À ce moment-là, vous êtes sous-chef de patrouille déjà ou chef de patrouille, hibou, qualifié ROCO, JVN. Vous avez été capitaine de compagnie, officier tradition, officier tactique. Vous êtes maintenant officier instruction. Vous arrivez à 12 ans et demi de service. La boutique vous propose, est-ce que vous voulez rester ou est-ce que vous voulez partir? Et là, vous dites, moi, je veux bien rester jusqu'à 17 ans. La boutique vous dit, ah, tu feras 20 ans. Ok, je ferai 20 ans et j'aurai peut-être ma pension derrière. Très bien. Vous re-signez 7 ans de plus et vous arrivez au bout de vos 20 ans de service. Là, maintenant, vous partez avec une pension et vous pouvez vous reconvertir. Vous êtes rentré peut-être à 19 ans. Vous avez 39 ans. Voilà. Mon cursus à moi, c'est à peu près ça. Personnellement, j'ai fait bac général. J'ai fait 1 mois de prépa. J'avais posé mon dossier pendant ma terminale. Je suis rentré tac 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 en sélection. J'ai fait un tout petit peu de salon avant d'être envoyé. J'étais la première promotion en full US. Aspirant, 5 de vaisseau sur super étendard. Équipier, sous-chef de patrouille super étendard. Passé sur Rafale. J'ai fait un peu tout, cette fonction-là, ça, je n'ai pas fait. Et derrière, j'arrive à mes 13 ans. Merci, je rebondis dans l'aviation civile parce que la conjoncture est exceptionnelle. Derrière, j'avais mes soucis médicaux. Merci, au revoir. Ça, c'est une carrière d'officier sous contrat. L'officier de carrière, le bordage, va faire bac S, classe préparatoire, passer les CPGE, réussir ou QB, refaire une année de plus, rentrer à l'école navale, faire sa formation d'ingénieur, en parallèle être sélectionné pour être pilote. Il sera bien classé, il aura le droit de choisir. Il est excellemment classé, il part en full US. Il revient, il est enseigne de vaisseau au début sur Rafale. Rapidement, il passe lieutenant de vaisseau. Il passe ses qualifications équipier opérationnel. Dans la foulée, sous CP, il est hibou, ROCO, JVN, on passe tireur nucléaire. Ça se passe bien, il est chef du secrétariat commandant. Derrière, il prend armement. Il passe capitaine de corvette. Il se retrouve chef ops de l'unité, numéro 3. Ensuite, derrière, il part 1 an à l'école de guerre, faire une formation pour pouvoir prendre encore des fonctions supplémentaires. Il revient en unité second, puis il prend commandant de l'unité. Là, après, il part 1 an ou 2 à l'état-major, avant de peut-être prendre chef ops du bateau, puis derrière, le commandement d'une frégate, avant de revenir à l'état-major, peut-être commander un bureau plus important au niveau des projets ou autres, prendre le commandement d'une base, et derrière, pourquoi pas, amiral et commandant de toute la composante aéronavale, et peut-être quelques années plus tard, commandant amiral en chef de toute la marine, et derrière, amiral qui se retrouve conseiller de l'Élysée. Vous voyez, ça c'est un autre type de parcours. Après, quand vous faites ce parcours-là, vous pouvez également partir après une vingtaine d'années, 25 ans je crois. Il y a également des possibilités de sortie, mais c'est plus compliqué, ça prend plus de temps et l'idée n'est pas la même. Donc si vous voulez être spécialiste
du pilotage, carrière courte mais intense, en rapport direct avec le pilotage tout le temps, et vous vous retrouvez rapidement aux commandes, officier sous contrat. Par contre, une fois que vous avez choisi officier sous contrat, venez pas pleurer parce que vous êtes moins gradé que vos camarades qui ont fait maths spé, les 3 ans dans l'école d'ingénieur, et ce, même si vous avez un bac plus 5 ou un bac plus 7. Vous voyez, on peut vous recruter à 25 ans, vous avez peut-être un bac plus 7, eh ben, c'est dommage, vous allez vous retrouver aspirant, 5 de vaisseau, EV1, LV, votre formation initiale ne sera pas reconnue si vous passez par la filière EOPAN. Il y a d'autres filières pour ça, pour peut-être rejoindre l'école navale, donc regardez bien ça, mais ayez conscience du cursus dans lequel vous rentrez pour après ne pas dire on m'avait menti ou j'étais pas au courant ou je comprends pas, j'ai un bac plus 5 et je suis pas traité comme les autres qui sont ingénieurs. Ce sont des cursus différents, ce sont des voies professionnelles différentes. Vous pouvez également faire Polytechnique et après demander à venir faire officier de marine, c'est possible et forcément c'est censé vous ouvrir un peu des portes. En France, on a un système éducatif qui commence comme une grande autoroute qui au fur et à mesure ne permet que les sorties sans re-rentrer, sans rembranchement. Et cette grande autoroute, elle fait quoi? Elle monte progressivement le long d'une route qui vous amène tout en haut de l'Himalaya. Et en haut de l'Himalaya, qu'est-ce que c'est? C'est Polytechnique. Avant ça, vous avez les grandes écoles d'ingénieurs et vous avez, représentez-vous un peu une grande montagne. Au fur et à mesure, l'autoroute où il y a tout le monde, les gens sortent. Les gens arrêtent l'école, les gens vont dans d'autres filières. Au fur et à mesure, ça sort. Et notre schéma éducatif vient récompenser les personnes qui restent jusqu'au bout vers Polytechnique. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. En Amérique du Nord, c'est différent. Chaque pays est différent, mais il faut comprendre le système dans lequel on évolue. Et ce système, on retrouve la logique forcément dans les forces armées. Si vous êtes sorti plus tôt, vous avez fait juste un bac, eh bien, vous n'êtes pas resté, vous n'avez pas joué le jeu des classes préparatoires, forcément, ça va avoir un impact sur votre carrière derrière. Donc, ce que je veux avec ce petit paragraphe-là, c'est quoi? C'est juste que vous ayez conscience qu'il y a des cursus différents, des plans de carrière différents, et c'est peut-être pas cool, si vous avez 15 ans, mais c'est là, maintenant, entre vos 15 et 18 ans, que ça se joue, qu'il faut que vous arriviez à mettre l'effort pour aller en prépa, si c'est ce que vous voulez faire, vous donner les moyens de réussir. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, mon conseil, c'est aller en prépa. Aller en prépa, pourquoi? Parce que ça vous permet de rester sur cette autoroute qui, au moment de la prépa, est déjà plus qu'une petite nationale, enfin même plutôt bientôt une route de campagne, qui est en train de monter, et au moins vous restez dans le flow qui vous laisse un maximum de portes ouvertes. Vous êtes en 2e année de prépa, rien ne vous empêche d'aller faire EOPAN. Vous n'êtes pas en 2e année de prépa, vous n'avez pas d'études supérieures, vous travaillez à côté, mais vous avez arrêté le post-bac au niveau bac, vous ne pouvez probablement pas faire bordage, faire officier de carrière. Donc, ayez conscience de ça et réfléchissez de manière, si je ne sais pas ce que je veux faire, je veux me garder un maximum d'opportunités. Ce maximum d'opportunités, à l'instant T dans le système français, c'est rester maths spé, garder cette voie des écoles, des grandes écoles d'ingénieurs. Voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des choses à rajouter sur cette vision-là. Personnellement, moi, mes enfants ont fait pas mal d'études en Angleterre. On essaie de varier un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai cette vision du système éducatif français. Si vous êtes professeur ou autre, que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Mais de mon expérience, encore une fois sur cette chaîne, j'exprime mon point de vue personnel, en aucun cas le point de vue de l'armée, du centre de recrutement ou autre. Et je pense que c'est une approche fair et honnête. Et qu'à un moment, il faut vous dire la vérité. Donc si vous ne savez pas quoi faire, allez en prépa, au moins vous pourrez tout faire. Si vous savez très précisément ce que vous voulez faire, très bien, faites-le, mettez-le en œuvre. Mais personnellement, je savais depuis mes 15 ans que je voulais faire EOPAN, je connaissais le statut, je connaissais tout. J'ai néanmoins postulé en prépa et fait un trimestre de prépa. Pourquoi? Parce que si je n'avais pas réussi mon premier coup d'EOPAN, ça me permettait de rebondir sur autre chose derrière. Si j'avais tout mis sur EOPAN avec rien derrière, je me serais retrouvé zut, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça m'aurait fermé des portes. Donc tout choix, décider c'est renoncer. Donc faites très attention à ce que vous décidez à votre âge. Ok? Maintenant on va regarder de manière un peu plus rapide l'armée de l'air, parce que c'est la même chose. L'armée de l'air, grande armée, c'est magnifique. Et eux, leur grande devise c'est faire face. Je les ai mis en jaune parce que le jaune c'est la couleur des poussins. À l'école de l'air, les officiers de carrière, on les appelle les poussins. Donc, une flottille chez eux, c'est un escadron. Leur chef d'unité d'escadron, c'est ce qu'on appelle un dron, chef d'escadron, dron. Il vient de l'école de l'air, on n'appelle pas bordage, mais direct, officier de carrière. Ils ont également des OSC. Les OSC, pilotes, ce sont les EOPN, élèves officiers du personnel navigant. Même système, chef du service technique, officier intelligence, pilote. En management, je n'ai pas mis les noms, ils sont légèrement différents. Mais c'est la même chose. Seul avantage, c'est qu'ils ont des unités biclasses.
Ils ont plus de personnel dans l'aviation de chasse parce qu'ils ont dans certaines unités des NOSA, navigateurs, officiers, systèmes d'armes, qui sont recrutés également par la filière EOPN ou qui peuvent venir des officiers de carrière. Donc ça fait plus de personnel, donc un peu moins de charges administratives. Les qualifications, c'est quasi la même chose. PO pour pilote opérationnel, sous-chef de patrouille, chef de patrouille. Qualification technique, ils ont le scalp, la reco, c'est la même chose. Au niveau des priorités, même philosophie, et c'est normal. Encore une fois, c'est complètement normal. Un officier de carrière va avoir une progression dictée par les places de commandement, par sa montée en grade et donc son équivalence managériale, il doit monter au fur et à mesure, donc il faut qu'il aille plus vite, il a moins le temps de rester en unité, ça grimpe plus vite, les années passent en fonction des promotions et tout, donc il sera prioritaire s'il faut faire un arbitrage, hein, encore une fois c'est pas toujours le cas, mais s'il y a un arbitrage à faire, il prendra l'entraînement sous chef de patrouille avant peut-être un lieutenant qui est là depuis 6 mois, un an de plus, ben c'est pas grave, il laisse passer, c'est prévu comme ça pose aucun souci, il faut encore une fois juste en avoir conscience, c'est normal. Les grades, aspirant, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, officier sous contrat, vous ferez aspirant, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, qui est l'équivalent de lieutenant de vaisseau, éventuellement commandant, mais c'est rare, et derrière, les officiers de carrière, ils commenceront sous-lieutenant, lieutenant, ils arriveront en unité capitaine, derrière ils feront commandant, lieutenant-colonel, éventuellement colonel derrière. La solde de tout ça, c'est la même chose, on est dans le même concept. Les écoles aéro, c'est Salon de Provence, puis Cognac, Tours, et je crois que Tours s'arrête à l'été. Il va y avoir des petits changements avec la fin de l'Alpha Jet à Tours. Derrière, Cazaux. Et ensuite, Saint-Dizier pour les pilotes de Rafale. La formation d'officier, on a une formation d'officier militaire initiale, puis d'officier pour les officiers sous contrat. On a l'école de l'air avec une formation d'ingénieur en 3 ans pour les directs, pour les officiers de carrière. Le contrat, c'est la même chose. CDD, CDI, 13 ans à peu près, 17 à 25 ans. Il y a petite différence en termes de statut, une montée en grade entre la marine et l'armée de l'air. C'est fonction un petit peu de vos qualifications, vous allez progresser en grade. Dans la marine, c'est autant, c'est légèrement différent. Et au niveau des sélections, c'est tout pareil. Sauf les critères, pour être EOPN, ils ont augmenté l'âge à 27 ans. Donc si vous avez 25 ans, vous pouvez encore faire pilote de chasse dans l'armée de l'air. Donc c'est de 17 à 27 ans, bac général ou technologique, vous pouvez faire pilote de chasse ou navigateur, officier système d'armes. C'est encore possible, foncez, il ne faut pas hésiter, mais préparez-vous. Pourquoi préparez-vous? EOPN, vous avez droit à une tentative, et EOPAN, vous avez droit à 3 tentatives. Donc vous avez droit de tenter 3 fois les présélections EOPAN, vous avez droit de tenter qu'une seule fois les présélections EOPN. D'autres filières existent également pour rejoindre l'école de l'air. Je vous invite à aller sur leur site, c'est assez détaillé, c'est assez bien fait. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a 2 types de cursus, 2 types de statuts. Officier sous contrat, officier de carrière. Officier de carrière, bordage direct, vocation de commandement, vous allez monter en grade, mais vous avez du coup le prix à payer, c'est les études avant. Vous devez faire maths sup, maths spé, 3 ans d'études, formation d'ingénieur avant d'attaquer le pilotage. Si vous faites officier sous contrat, entre 17 et 25, voire 27 ans, vous avez le droit d'avoir fait des études à côté et vous allez rentrer pour faire officier sous contrat, spécialiste du pilotage. Ça n'empêche pas d'avoir des vocations de commandement, mais elles seront moindres. Et vous allez rentrer en CDD et non pas en CDI. Vous êtes parti pour 13 ans, renouvelable jusqu'à maximum 25 ans. Et derrière, si vous restez plus de 17 ans, vous aurez droit à une pension. Voilà l'idée. Donc, vous avez 15 ans, vous avez 16 ans, vous ne savez pas exactement quoi choisir. Comme je vous ai dit, moi je vous recommande de garder la voie royale qui vous permet de monter le plus haut possible et de fermer un minimum d'opportunités. Donc, si vous ne savez pas, maths sup, maths spé, vous essayez de passer par cette voie-là. Si vous savez précisément ce que vous voulez, eh ben, allez-y, foncez. Mais encore une fois, attention à ne pas vous fermer bêtement certaines portes. Donc, je vous encourage à regarder les moyens d'accession à l'école navale ou à l'école de l'air un peu différents, si vous avez un bac plus 3 ou un bac plus 5, parce qu'il y a des moyens un peu différents. Néanmoins, le grand classique, l'énorme masse des pilotes, on est rentré dans l'armée de l'air, c'est genre en post-bac à bac plus 2, dans la marine en moyenne bac plus 2, bac plus 3, et ça part pour 17 à 20 ans de carrière chez les officiers sous contrat, ça part pour des carrières plus longues chez les directs, chez les officiers de carrière. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à faire un tour sur un site Combat Proven.
Merci pour le livre qui est toujours best-selling. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on fasse du coaching, du accompagnement. L'idée, c'est d'essayer de vous mettre face à votre niveau à l'instant T pour vous pousser à travailler les bonnes choses. Une sélection, ça se prépare, surtout si vous n'avez qu'une seule tentative. Pour ça, il faut être mûr, il faut avoir compris ce qu'on attend de vous et c'est ce qu'on essaye de vous communiquer lors de ces préparations de coaching ou autre. Également de la conférence et des formations en ligne. N'hésitez pas donc à regarder sur le site, à mettre un commentaire si vous avez des choses à rajouter. Encore une fois, la vidéo, je l'ai faite de mon propre chef. Je ne travaille pas avec les services de recrutement des armées. C'est eux la base. Je vous mets les liens en dessous. N'hésitez pas à contacter l'armée. Pour les soucis médicaux, j'ai énormément de questions sur est-ce que je suis apte ou pas apte. Je ne suis pas médecin, je ne parlerai jamais au nom du CEMPN, Centre d'expertise médicale du personnel navigant. Ce sont eux les sachants. Vous voyez avec eux directement et c'est pas parce que je suis pilote que je connais les critères médicaux. Pour tout vous dire, à l'instant T, je suis moi-même en arrêt médical d'Air Canada suite à un gros souci de santé. Donc, on est tous un peu dans le même bain. Il faut avoir son aptitude médicale et moi, je ne vais pas tarder à repasser au CEMPN après le Covid pour récupérer mon aptitude et retourner piloter en Amérique du Nord. Bon courage à tous, ça demande énormément de travail, faut pas se mentir. L'aérien ne permet pas l'à peu près. Si vous n'aimez pas bien travailler, bien finir les choses, faire les choses jusqu'au bout, ça va sûrement mal se passer. Si vous me dites je suis nul en maths, ça va m'énerver. Pourquoi ça va m'énerver? Parce que vous n'êtes pas moins bien équipé pour apprendre les maths qu'un autre, vous avez peut-être plus besoin de travailler. Maintenant, imaginez, vous êtes en flottille, vous êtes en unité, et là, vous êtes nul en vol en instrument. Du coup, on fait quoi? On meurt? Vous tuez vos passagers? Non. Vous allez travailler votre manque d'aisance dans cette matière spécifique. Donc, si vous êtes nul en maths, bah, c'est que vous devez bosser plus les maths. Et c'est ça qui est important quand vous voulez préparer les sélections. Imaginez, vous êtes super fort en sport, vous êtes super fort en culture aéronautique, mais vous êtes super mauvais en anglais. À votre avis, c'est plus agréable de continuer à faire du sport et lire des livres d'avion ou se mettre face à sa table 5 heures par jour et travailler l'anglais? Ce que vous risquez de faire, c'est continuer à faire du sport et continuer à lire des trucs. Vous aimez bien entretenir là où vous êtes bon, ça vous plaît. Bah, c'est pas comme ça qu'on arrive à être chef de patrouille Omni-Road. Il y a des endroits où on n'est pas au standard. Si vous n'êtes pas au standard, vous ne passerez pas la barre. Et même si tout le reste est excellent, si vous n'êtes pas au standard dans une matière, vous ne passerez pas. Donc c'est indispensable de construire votre projet professionnel de manière cohérente et de réfléchir, de prendre du recul, quels sont mes points forts, mes points faibles et travailler ces points qui font mal. Vous avez horreur des QCM d'anglais, good, faites-en 2 heures par jour minimum. Moi j'ai été élevé un petit peu en Angleterre quand j'étais très jeune, mon père était en échange là-bas. Ma première école était en Angleterre, donc j'ai forcément des facilités en anglais. Pendant 3 ans, avant de faire EOPAN, je faisais 1 à 2 heures de QCM par jour. Type TOEIC, TOEFL. Résultat, je suis rentré dans la boutique, j'avais déjà 910 au TOEIC, maintenant j'ai 990. Je suis de la télé en direct en anglais. C'est pas le problème, ce que je veux vous dire, c'est que ça ne se fait pas tout seul. Même si on a habité dans le pays, il va falloir fournir l'effort pour comprendre comment on est sélectionné, quels sont les critères de sélection. Ah, c'est du QCM type TOEIC, boum, je vais devenir une brute en QCM type TOEIC. Ah, c'est un test de VMA en sport, des pompes et des abdos, bah, je vais devenir une brute en pompes et en abdos. Vous voyez l'idée? Donc on analyse l'environnement dans lequel on veut. On a un objectif, on analyse l'environnement, on se donne les moyens d'y arriver. Et se donner les moyens, c'est pas facile. D'accord? Ça demande de la motivation, du travail, mais c'est pas un métier facile. Donc c'est un métier accessible si vous y mettez l'effort, si vous vous donnez les moyens. Je vous laisse sur cette bonne parole. Merci à tous pour le succès de la chaîne, c'est juste génial. Là, ce matin, on était encore dans CNews et là, j'arrête l'enregistrement parce qu'on va faire de la télé. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à faire tourner les vidéos, à me débriefer, à me dire ce que vous pensez du format des vidéos. Moi, je suis tout nouveau, hein, ça fait que 30 jours que je fais ça. J'essaie de trouver le sweet spot, ce qui peut parler au plus de personnes, mais de temps en temps donner des informations un peu pointues. Mais vous comprenez qu'il y a une certaine dichotomie. J'essaie de trouver un peu le bon rapport pour plaire tout simplement au plus grand nombre, pour avoir un impact. Le but de cette chaîne, c'est essayer de vous impacter dans le bon sens du terme. Donc n'hésitez pas à me débriefer. Merci à tous. On se retrouve vendredi pour F22 versus Rafale. Et d'ici là, je vais travailler tout ça. Allez, excellente journée. Bon alors ça y est, vous comprenez plus rien, ça vous énerve, vous voulez qu'on fasse simple? Eh ben, je vais vous expliquer la différence entre OSC et officier de carrière. Regardez la patrouille de France. Une multitude d'avions, très bien. Un leader devant, un charognard juste derrière et plein de personnes autour sur les côtés. Le leader, officier de carrière. Le charognard, officier de carrière. Les personnes sur les côtés,
officier sous contrat, formation et OPN. Le leader, c'est sa deuxième année à la patrouille de France. Pourquoi? Parce que la première année, on est charognard, on reste leader qu'une seule année en temps normal. Donc vous êtes officier de carrière, vous voulez aller à la patrouille de France. Vous allez vous retrouver, après les sélections, charognard pendant un an, ensuite leader pendant un an, et ensuite vous allez partir en poste en France ou à l'étranger, prendre des responsabilités en unité ou autre, avant peut-être plus tard de prendre chef de la communication de la marine et de l'armée de l'air, pardon, et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, les équipiers, les personnes sur les côtés, eh bien ils sont restés. Le leader solo ne fait pas que 2 ans dans la boutique. Les officiers sous contrat restent plus longtemps généralement dans l'institution, dans la patrouille de France. Donc si vous prenez cet exemple de la patrouille de France, vous comprenez tout de suite la différence entre un officier sous contrat, vocation spécialiste pilotage, et un officier de carrière, vocation pilote également, mais encadrement managérial. Je viens à la patrouille de France pour la leader, je me forme pendant un an, puis je la lead, puis je pars faire autre chose. Alors que les camarades OSC, eux, restent plus longtemps à piloter leur avion à la patrouille de France. J'espère que ça vous a aidé.